Alors, bonjour, bienvenue à cette séance d'information sur l'entreprise sociale. Mon nom est Nathalie Chapdelaine, je suis gestionnaire du programme DinoWeave pour tout ce qui est le côté francophone, donc Québec et communauté francophone. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vais être rejointe aussi pendant la présentation par Joël Marié, qui est un coach en entreprise sociale avec DinoWeave et qui a plusieurs autres cordes à son arc. Mais Joël pourra intervenir aussi en cours de présentation. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Joël. Donc, avant de sauter dans la présentation, la mise en contexte sur DinoWeave, la Fondation Mécanon, on souhaite commencer toutes nos présentations par une chose très simple mais fort importante qui est la reconnaissance du territoire traditionnel sur lesquels je me trouve et sur lesquels se trouve le siège social de la Fondation Mécanon, qui est la maison mère en fait DinoWeave. Donc, nous sommes dans le territoire non cédé des Kanien'kehá:ka, donc les Mohawks. Et tout comme énormément de nos villes, en fait, nous sommes sur un lieu de rassemblement, un lieu qui a longtemps servi de rassemblement et d'échange entre les nations. À la Fondation Mécanon et à DinoWeave, c'est très important pour nous d'honorer et respecter cette histoire-là à travers tous nos échanges et d'être dans une dynamique de contact positif et constructif. Peut-être à titre tout à fait personnel, je le partage ces temps-ci dans les présentations. Si vous en regardez 2-3, j'espère que ce ne sera pas redondant, mais simplement vous partager que bien au-delà de la reconnaissance du territoire traditionnel, une des choses qu'on peut faire comme non-autochtone, c'est de s'informer et de réapprendre un peu notre histoire. Et plus je le fais, à titre tout à fait personnel, plus je découvre une richesse ancestrale qui finalement vient donner tout un éclairage sur les questions d'innovation sociale et de réponse à des enjeux sociaux. Donc, je le mentionne simplement parce que c'est quelque chose, moi, dans le parcours de réconciliation qui me passionne et me motive personnellement. Puis si minimalement, dans nos échanges avec vous, et dans nos webinaires, on est capable de semer la graine pour que d'autres personnes aillent faire ce petit bout-là de recherche et d'information sur notre histoire. Il y a de très, très belles choses à découvrir. Donc, aujourd'hui, on va parler, oui, d'approche, on va parler de plusieurs choses. Vous êtes ici pour entendre parler du parcours d'accompagnement en entreprise sociale DinoWeave. Je vais commencer par vous situer un peu l'approche d'impact DinoWeave. On est qui? On mange quoi en hiver? On va ensuite parler vraiment, bon, entreprise sociale 101, les grandes lignes, simplement pour faire sortir ou souligner certains des aspects auxquels on doit penser quand on se dit qu'on aimerait bien bâtir une entreprise d'économie sociale ou approfondir notre idée pour une entreprise d'économie sociale. Donc, on va prendre un certain temps aujourd'hui à regarder ça ensemble. On va continuer, je vais continuer en vous expliquant comment faire pour bénéficier du soutien DinoWeave. Donc, c'est quoi le parcours entreprise sociale, le parcours d'accompagnement entreprise sociale avec nous. On s'est beaucoup demandé aussi comment on fait pour démontrer qu'on est prêt à recevoir du coaching. Donc, on vous le donne en mille. On va avoir 5 éléments clés à vous partager sur lesquels, en fait, vous devriez réfléchir avant même de faire une demande. Donc, il n'y aura pas de surprise. On vous les partage en fin de présentation. Et puis, on aura du temps à la fin pour répondre à vos questions et pour une discussion. À tout moment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, soit dans la boîte de dialogue, soit en vous enlevant sur mute. N'oubliez pas que la question que vous vous posez, c'est probablement la question que plein d'autres personnes se posent, donc ça vaut la peine de les poser. Donc, pour se situer, DinoWeave est un programme de la Fondation Mécanon. Alors, la Fondation Mécanon, c'est quoi? On est une fondation familiale qui est établie au Canada depuis plus de 80 ans maintenant. J'oublie toujours la date, là, mais je pense qu'on est à 83, peut-être 84 ans d'existence. On est une fondation donc, familiale subventionnaire, donc on donne des sous. Et on apporte notre soutien en fait à des projets d'envergure qui visent tous à bâtir un pays inclusif, durable, résilient et innovant.
c'est des grands termes qui sont très englobants. Ça ne veut pas dire qu'on soutient tout dans toutes les formes. Depuis une quinzaine d'années, on s'est particulièrement penché sur la question de l'innovation sociale. Je vais revenir dans un instant avec notre définition de l'innovation sociale. C'est simplement pour dire que quand la Fondation McConnell intervient, ces temps-ci, souvent on cherche l'angle d'innovation sociale ou de changement systémique. Dans la foulée, quand on a fait beaucoup de recherches, documentation sur l'innovation sociale, on s'est rendu compte, avec d'autres partenaires financiers, avec des partenaires sur le terrain de contenu, qu'en fait, il y avait beaucoup de conversations, mais quand vient le temps pour un organisme de se dire comment est-ce que je peux faire moi pour être dans l'innovation sociale, déjà si on prend ce vocabulaire-là, ou comment reconnaître même qu'on fait de l'innovation sociale, bien, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un manque à combler qui est celui de l'accompagnement. Donc, souvent, des organisations ont des bonnes idées, sont capables de les pousser jusqu'à un certain point, mais ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour vraiment approfondir leur réflexion, leur plan de match, leur planification, pour ce qui est de l'adoption d'approches en innovation sociale. Donc, la façon dont Innovive est née, c'est de ce constat-là. C'est aussi à travers des partenariats stratégiques, non partenariats financiers pour mettre sur pied la plateforme et partenariats stratégiques au niveau du contenu parce que le contenu a été développé par des experts terrain qui avaient déjà une grande expérience dans chacun des domaines ou des approches qui sont soutenues par Innovive. Ce qu'on tente de faire depuis les débuts, en fait, on essaie d'appliquer ce que l'on conseille, c'est-à-dire l'apprentissage continu, qui demande quand même beaucoup de temps, et une auto-réflexion. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'Innovive soit toujours dans l'adaptation. Donc, ça veut dire, parfois, au niveau de notre contenu, on a fait déjà plusieurs, des fois, c'est des micro-améliorations, des fois, c'est un petit peu plus en profondeur sur la manière dont on fait les choses. Puis aussi, au niveau du parcours d'accompagnement, on parlait jusqu'à récemment de modules. Maintenant, on parle de parcours pour essayer de refléter un peu plus de flexibilité dans notre manière d'accompagner les organismes. Donc, je vous disais que je vous parlerai de la définition d'innovation sociale chez McConnell. On reconnaît qu'il y en a plusieurs qui coexistent. Il n'y en a probablement pas une meilleure que les autres, mais il y a un moment quand on doit commencer à discuter et à focusser nos énergies, il faut bien s'arrêter sur quelque chose. Donc, chez nous, on reconnaît donc qu'il y a plusieurs façons de définir l'innovation sociale, mais à la base, c'est quelque chose qui devrait amener des gens et des organismes à faire de manière conjointe plusieurs choses. Soit créer, soit découvrir, adapter ou développer carrément des solutions plus efficaces à des problèmes sociaux qui ont des racines profondes. Ce que ça veut dire aussi quand on parle de racines profondes, c'est que souvent, si on veut amener une solution plus efficace à un problème social, ça peut vouloir dire qu'on doit aller vers des changements systémiques. Et on est en ce moment dans une phase d'approfondir même notre connaissance sur les changements systémiques. Mais l'intention ici, c'est de nous aider à rendre nos systèmes naturels et humains plus adaptatifs et résilients. Comme ça, s'il y a un nouveau problème qui survient, on a une plus grande agilité pour aller régler le problème à la source. Donc, c'est la théorie, c'est l'intention. C'est pas facile à faire atterrir, mais c'est un peu ce vers quoi on tend et ce qui nous intéresse dans nos apprentissages, particulièrement à Innovive. Donc, Innovive, je vous ai dit, on est né d'un constat partagé de partenariats entre toutes sortes de parties prenantes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des organismes et des collectifs, donc des regroupements d'organismes à innover. Bon, certains sont déjà sur la voie de l'innovation, mais des fois, ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour aller encore plus loin. Ce qu'on sait, parmi les constats qui nous ont motivés à la base, c'est de dire que la taille et la complexité des défis auxquels font face les organisations, ou en fait auxquels les organisations tentent d'apporter des réponses, les défis sont de plus en plus importants et complexes. Donc les réponses qu'on avait, qu'on a pu bâtir ces 10, 20, 30, 50 dernières années sont peut-être plus autant adaptées aujourd'hui et on a besoin de changer nos façons de faire.
une des choses qu'on commence à observer et qui commence à être reconnue, c'est que même si on fait des bonnes activités ou on livre des bons programmes pour soulager certains de nos problèmes sociaux, ça ne veut pas dire que les problèmes sont éradiqués ou réduits de manière importante. Je donne souvent l'exemple de l'analphabétisme, qu'on est encore au Québec à 48% de taux d'analphabétisme fonctionnel, malgré tout le système d'éducation, l'aide aux devoirs, les organismes communautaires de persévérance scolaire, etc. C'est quand même le résultat collectif auquel on fait face. Toutes les questions d'itinérance, de pauvreté, de logement, etc., etc. Souvent, ce qu'on entend, c'est parce que ça fait 20 ans qu'on soulève le même problème, que c'est la même situation qui se répète. Donc, peut-être qu'il est temps de se dire qu'il faut qu'on change nos façons de faire. Donc, dans cet esprit-là, InnoWeave, ce qu'on tente de faire, c'est d'apporter l'épaule à la roue pour aider les organismes à clarifier leur énoncé d'impact et leur théorie du changement. Ça, c'est deux outils qu'on présente plus en profondeur dans notre accélérateur d'impact qui permettent d'élaborer vraiment une intention claire pour une organisation et la stratégie, la façon dont l'organisation va s'y prendre pour contribuer à un changement d'importance. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on porte haut et fort, mais c'est aussi un pilier dans l'ensemble des parcours d'accompagnement d'InnoWeave. On demande aux organismes d'avoir un certain niveau de clarté sur les impacts qu'ils visent avant même, par exemple, de venir chercher de l'aide pour bâtir une entreprise sociale. Ce qu'on va vouloir savoir, c'est quoi la visée, l'impact social que vous souhaitez avoir avec votre entreprise sociale, au-delà du projet ou du potentiel d'affaires de votre idée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pilier, qui est fondateur à InnoWeave et que ça me fait plaisir de partager. Parmi les autres éléments qu'on apporte ou qu'on soutient, il y a tout un volet d'apprentissage, d'évaluation autour des approches d'innovation sociale. Donc, je vais y revenir, mais parmi nos parcours d'accompagnement, on en a quelques-uns qui sont autour de ces questions-là. L'utilisation des données, la mesure de l'impact, l'évaluation évolutive. Puis aussi, certaines approches qui font partie, si on veut, des stratégies qu'on peut déployer pour générer encore plus d'impact, idéalement plus rapidement et à moindre coût, parce qu'on a tous des ressources extrêmement limitées. Donc, dans cette idée-là, entreprise sociale peut être une solution pour maximiser parfois ou pour monétiser certaines expertises que vous avez déjà. Donc, comment on s'y prend à InnoWeave? Nous, on offre du coaching. En fait, on offre de soutenir les organismes qui souhaitent faire appel à un coach pour s'approprier une approche d'innovation sociale. Donc, on fait trois choses. On aide les organismes à sélectionner l'approche qui est appropriée pour eux à ce moment-ci de leur développement ou de leur parcours. Donc, à travers moi-même et mes collègues, on essaie de vous guider, vous aider à mieux comprendre puis choisir les approches qui correspondent à vos besoins et contextes réels et actuels. Des fois, il faut attendre 6 mois, 1 an avant d'avoir les bons éléments pour bien profiter d'un coaching. Toute la question d'être prêt à recevoir du coaching, justement, dans l'idée, on souhaite tous avoir quelqu'un qui vient nous aider, mais ce qu'on essaie de faire, c'est que vous soyez à un niveau de préparation assez important pour que quand le coach arrive, vous commencez à courir avec. Pas perdre des précieuses heures de coaching pour commencer à vous renseigner sur une approche. Non, il y a déjà de l'information en ligne. On peut se parler. À travers la science d'information d'aujourd'hui, il y a de l'information qui vous est partagée. L'idée, c'est d'avoir déjà fait un premier portrait ou votre état de situation parce qu'on veut créer les conditions avec vous pour que quand vous allez recevoir du coaching, vous allez être capable de faire le processus, mais après ça, avoir le plus de chances possible de réaliser votre projet d'innovation sociale. Et puis, engager un coach, en fait, InnoWeave, c'est là la petite magie, c'est là où la magie opère, c'est qu'on a un peu d'argent et cet argent-là, on le dirige vers spécifiquement soutenir les organismes qui veulent embaucher un coach ou en fait faire appel à un coach qui va vous aider à vous approprier une approche d'innovation sociale.
Donc, je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs parcours d'accompagnement dans catégorie. La première en haut, c'est la clarification. Donc, Impact et clarté stratégique, c'est un parcours qui vise spécifiquement des organismes. Donc, Impact et clarté stratégique, c'est pour des organismes. Et Impact collectif, ça vise des regroupements d'organismes. Alors, ce sont des mécanismes d'accompagnement pour aider les gens à être vraiment clairs sur où est-ce qu'on veut aller et comment on va s'y prendre pour générer le changement voulu. Ensuite, dans le bas de la page, vous avez deux sous-catégories, maximisation de l'impact et apprentissage et adaptation. Donc, dans notre esprit, chez InnoWeave, il y a certaines stratégies qui permettent d'augmenter l'impact que vous avez peut-être déjà. Donc, par des stratégies d'accroissement de l'impact, donc de scaling en bon anglais, là, ça c'est un terme qui est très, très à la mode en ce moment, la mise à l'échelle. Entreprise sociale, pour nous, fait partie un petit peu de cette stratégie-là. C'est que vous avez probablement déjà une compétence, une expertise, une occasion à saisir qui vous permettent d'augmenter l'impact que vous avez peut-être déjà. C'est un volet qui est finance sociale. Donc, c'est quoi la finance sociale? Qu'est-ce que ça mange en hiver et comment votre organisme peut en bénéficier? On a aussi un parcours autour de l'engagement constructif. Donc, il n'est plus, comment dire, faire du plaidoyer et crier au effort que nous avons trouvé la solution demeure une stratégie employée par plusieurs organisations. Parfois, faire un petit pas de côté pour trouver d'autres manières d'engager les parties prenantes qui peuvent prendre des décisions à grande échelle, par exemple nos décideurs publics. Ça peut demander des stratégies un petit peu différentes sur comment faire une demande. Alors, c'est ce qu'on met dans, c'est ce qui est inclus dans engagement constructif. Donc là encore, si on a déjà compris comment les choses fonctionnent et c'est quoi la meilleure solution possible pour répondre à un enjeu, peut-être des fois que ça prend la représentation à haut niveau pour changer les paramètres du système et permettre à votre innovation d'aller beaucoup plus loin. Le dernier volet, apprentissage et adaptation, c'est tout ce qui touche à comment est-ce qu'on apprend et comment on est plus précis dans l'élaboration même de nos programmes, activités, approches, initiatives pour générer de l'impact. Donc, l'évaluation évolutive, c'est quelque chose qui permet de regarder un processus quand il est en cours de déploiement, mais particulièrement dans des situations très complexes qui demandent de suivre beaucoup de choses en même temps, puis on n'est pas toujours sûr même d'où on s'en va avec ça. Donc, ça permet de clarifier à la fois l'objectif et le processus. Les deux modules ou les deux parcours utilisation de données et mesure de l'impact, c'est des parcours qui vont commencer à être offerts en 2020. Donc, restez à l'affût. L'idée, simplement, c'est de dire que vous avez peut-être déjà dans votre organisation des données. Vous avez déjà fait des sondages, vous collectez de l'information sur vos usagers, vous avez déjà documenté des approches qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut être encore plus agile à interroger les données que nous avons déjà pour en faire ressortir des constats qui soient aidants à la prise de décision. Le volet mesure de l'impact, ça, c'est pour aider votre organisme à comprendre dans quelle mesure vous avez une contribution plus grande. Donc, ce n'est pas une recette miracle, c'est comment on se pose des questions pour choisir les indicateurs qui sont les plus porteurs pour témoigner de la progression vers l'impact. Ça va être super intéressant. Ça s'en vient là tout bientôt en 2020. Et enfin, le dernier module, c'est explorer et expérimenter. Si vous avez de l'intérêt pour les pratiques de prototypage, de design thinking, de tout ce qui se trouve un peu dans les laboratoires d'innovation sociale, c'est à travers ce volet-là qu'on peut venir en appui à des organismes qui auraient besoin d'un peu de coaching. Donc, c'est quoi une entreprise sociale? Il peut encore là y avoir plusieurs définitions. On parle parfois d'entreprise d'économie sociale. Les deux se valent. Ici, c'est un petit peu plus court de dire entreprise sociale, mais l'idée, c'est de dire que c'est une entreprise qui est opérée par un organisme à but non lucratif ou qui est initiée par un OBNL et qui va générer des revenus par une offre de biens ou de services. Donc, vraiment, l'idée, on offre quelque chose, on est rémunéré pour ce faire. Mais la particularité d'une entreprise sociale, peu importe sa forme légale, c'est qu'elle a un but mixte.
Donc, l'idée, c'est de générer des revenus. Donc, ça prend une base de revenus en fournissant, par exemple, un produit ou un service. Et à la fois, en même temps et de manière tout aussi importante dans son mandat, c'est de produire des impacts sociaux, culturels ou environnementaux. Donc, il peut, à plusieurs doses, c'est pas toujours égal entre les deux, mais l'idée, c'est qu'une entreprise sociale porte en elle-même, dans son ADN et dans sa vision, mission et dans ses stratégies, la réalisation d'un but mixte. Donc, peut-être que vous êtes à une étape où vous dites, on a un objectif d'impact. Puis là, tous les champs d'action sont possibles auprès de la jeunesse, dans le domaine de la culture, de l'éducation, la santé, les aînés, l'inclusion sociale, etc. Donc, on sait grosso modo c'est quoi l'impact que l'on vise. Eh bien, est-ce que vous avez une idée d'entreprise qui va aller soutenir cette idée d'impact-là? Est-ce que ça serait, par exemple, au niveau du recyclage, donc un impact environnemental? Est-ce que c'est des services de soins qui sont adaptés à une clientèle en particulier? Et donc, favoriser un certain accès à des soins à des gens qui ont moins accès. Je pense particulièrement à des personnes en situation d'itinérance. Est-ce que offrir un service de traiteur, ça serait, vous êtes déjà, je ne sais pas, vous avez déjà une cuisine dans votre établissement, mais vous pourriez étendre les activités de votre cuisine pour servir encore plus de monde et probablement des clientèles similaires à celles que vous servez déjà, ou carrément ajouter un type de clientèle qui est peut-être dans le besoin à proximité de votre organisation. Il y a plusieurs autres exemples, vous les voyez sur la page. En fait, c'est simplement pour initier votre réflexion et une conversation sur les différentes formes que peuvent prendre les entreprises sociales. Donc, forcément, quand on parle d'entreprise sociale, on parle de quelque chose qui est bon, qui va avoir des effets sur une communauté. Ce qu'on cherche à bien comprendre, c'est quand même sur quelle partie de la communauté ou de quelle manière l'effet va être produit. Si on pense à une entreprise d'insertion vers l'emploi, ça peut allier deux choses. Ça peut être, on a dans une autre présentation un exemple sur le Furniture Bank à Toronto. Donc, on insère des gens à l'emploi, des gens qui ont une grande difficulté à aller chercher de l'emploi. Et ces gens-là vont aller collecter des biens pour éviter qu'ils aillent à la poubelle et les redonner à des gens qui en auraient besoin. Donc, dans un cas comme celui-là, il y a même plusieurs objectifs d'impact sociaux qui sont remplis tout en générant un certain niveau de revenus. Donc, à nouveau, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans la boîte de dialogue ou en vous en vendant sur mute. Donc, il y a plusieurs types d'entreprises sociales et là, Joël, tu n'hésites pas à tout moment si tu as des commentaires ou des ajouts. Donc, parmi les types d'entreprises sociales, il y a ceux qui sont axés sur l'emploi. Donc, un peu ce que je viens de dire, on emploie des personnes qui font face à des barrières à l'embauche, par exemple, des personnes qui ont été dans décrochage pendant de nombreuses années et qui ont du mal à revenir sur le marché de l'emploi. Des personnes qui ont été incarcérées font face à beaucoup de barrières à l'embauche. Donc, il y a toutes sortes de types de personnes qui peuvent, pour toutes sortes de raisons, avoir des difficultés à trouver un emploi. Ou encore, quand on parle de type coopératif, on peut démocratiser le pouvoir et les profits dans le milieu de travail. Donc, c'est axé sur l'emploi, le fait que l'entreprise va générer des revenus qui va payer des employés ou maintenir des emplois dans une communauté en particulier. Donc, c'est aussi un objectif d'impact valable. Donc, les bénéficiaires dans ce cas de figure-là sont les employés. Et puis, vous avez sur la droite là, plusieurs exemples, café, traiteur, service de traduction, recyclage, centre de récupération électronique, etc., etc. Le deuxième type d'entreprise sociale en est un qui est axé sur la mission. Donc, dans ce cas de figure, on est vraiment très axé sur le produit ou le service qui soutient la mission de l'organisme. Donc, à droite, on a des exemples, l'autopartage, les coopératives d'habitation qui vont aller soutenir les personnes qui ont du mal à trouver des logements à prix abordable, le marché de fermier. Donc, l'idée ici, les bénéficiaires sont vraiment les clients ou les parties prenantes de l'organisme, l'environnement, la société. Donc, il y a un gros focus sur
soulager un problème quelconque, un problème social, à travers une offre d'un produit ou d'un service qui permet spécifiquement de faire ça. Dans le troisième cas de figure, on est plus dans une optique de, on va ajouter ou développer une branche d'activité qui va venir générer des revenus et les revenus vont être réinjectés dans les activités de l'organisation pour l'ensemble de sa mission. On est plus dans un cas de figure de collecte de fonds pour soutenir les activités de l'organisme que soutenir même la mission sociale à travers l'activité qui génère le revenu. Donc, ici, on a des exemples. Les friperies, c'est commun chez beaucoup d'organisations, mais c'est super parce que ça permet... en fait, une friperie peut permettre plusieurs choses. Ça peut permettre de réinsérer des gens, ça peut permettre d'offrir des biens à prix modique tout en récupérant. Mais souvent, c'est fait au bénéfice d'un organisme. Je pense à Montréal, on a les Petits Frères. Le cœur des activités des Petits Frères, c'est pas d'habiller des personnes âgées. C'est d'offrir, de briser l'isolement social des aînés, mais la friperie vient soutenir financièrement l'organisme pour qu'il puisse déployer ses activités. Donc voilà, je vous laisse lire là, les autres exemples qu'on a notés. Bien sûr, ce sont des exemples. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Il faut être créatif, mais il faut que ça réponde à votre réalité aussi. Hein? On ne fait pas juste une entreprise sociale pour être dans le mouvement en ce moment de création d'entreprise et d'entrepreneuriat. On le fait parce que ça a du sens pour votre mission et ce que vous avez besoin de faire. Au niveau du continuum du financement des entreprises sociales, il y a une réflexion à avoir sur un modèle qui correspond aux besoins ou qui est le mieux pour votre organisme. Ce qu'on essaie de dire par là, c'est que oui, le modèle des entreprises sociales ajoute des possibilités, mais dans certains cas, ça peut être dû à votre domaine spécifique d'activité. Ça va peut-être être difficile d'aller chercher ou de faire fructifier une entreprise sociale et ça se peut que finalement, votre modèle de financement devrait continuer à être, par exemple, des dons ou des subventions et des commandites. Donc, ou des fois, on peut ajouter une couche, donc continuer de fonctionner comme OBNL ou organisme de charité avec des dons, des subventions, etc. Mais on rajoute un volet qui s'appuie plus sur un modèle d'affaires qui va générer des revenus. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire tout le monde doit générer des revenus parce qu'attention, une entreprise, quelle qu'elle soit, en général, en tout cas, moi, ce qui m'était resté en tête de mes études en gestion, c'était que la profitabilité est rarement atteinte en bas de 2, voire 3 ans pour même une entreprise qui ferait des shampoings, une entreprise, en guillemets, normale. Donc, imaginons pas qu'une entreprise sociale va venir du jour au lendemain ajouter des revenus sans fin pour que vous nagiez dans l'argent et que vous puissiez remplir votre mission sociale. Souvent, ce n'est pas exactement ça qui se passe et ça demande beaucoup d'attention, d'efforts et de persévérance pour faire fructifier un modèle d'entreprise sociale. Quand ce modèle-là appuie même la mission de votre organisme et génère des impacts sociaux, ben, ça vaut doublement la peine de le faire. Donc, c'est toutes des questions à se poser avant de dire « chouette, on va partir d'une entreprise sociale parce que ça va venir ajouter à notre financement ». Donc, je vais les nommer, vous les voyez depuis tout à l'heure sur l'écran. Mais parmi les modèles traditionnels de financement des OBNL, il y a les dons, les subventions et commandites et parfois un peu de revenus autonomes, un service qui soit payant. On peut faire des contrats avec certaines parties prenantes. Le modèle des entreprises sociales, même une entreprise sociale peut demander d'être subventionnée. Ça se peut que le modèle d'affaires ne soit pas autosuffisant, complètement autosuffisant, et on doive se rapporter à des subventions. À titre de clin d'œil, n'oublions pas que même les entreprises à but lucratif parmi les plus profitables reçoivent aussi des subventions de l'État. Donc, quand on se situe dans un modèle d'entreprise sociale, ça se peut que vous aussi, vous ayez besoin de faire appel à certains types de financement, de subventions pour arriver à vos fins et pour arriver avec un bilan équilibré à la fin de l'année.
Idéalement, l'entreprise sociale va être autosuffisante, donc elle va générer, à travers ses revenus autogénérés ou ses revenus autonomes, elle va aller chercher la rentabilité nécessaire pour continuer ses activités. Puis là, dans le cas rêvé, en fait, on est profitable, les revenus excèdent les dépenses et on nage dans l'argent et on réinjecte ça pour aller encore plus loin sur l'atteinte de nos impacts. Donc, je suis désolée, j'ai l'air un peu cynique. Joël, coupe-moi à tout moment si tu veux partager des exemples d'hyper succès. Mais par expérience, la route est souvent, il faut bien la négocier, la route, pour arriver même dans une zone d'autosuffisance pour une entreprise sociale. Il faut très, très, très bien comprendre dans quel écosystème on s'insère, c'est quoi notre modèle d'affaires, qu'est-ce qui va vraiment nous permettre de générer des revenus. Puis pas que parce que notre produit, notre service est flashy, nouveau, puis ça va avoir du succès pour les 3 à 5 prochaines années, mais parce que ça va pouvoir avoir une certaine durée de vie pendant laquelle on va pouvoir continuer d'améliorer nos produits, nos services. Tout à fait. Nathalie, tu présentes très bien ça. En fait, il y a 3 types d'entreprises sociales. Celles qui vont générer des surplus, celles qui vont arriver à break-even, donc qui ont autant de revenus que de dépenses, mais qui trouvent que leur impact social est très important, donc ils sont contents. Et il y a d'autres entreprises, comme tu l'as bien décrit, qui, malgré tous leurs efforts et un modèle d'affaires ambitieux, l'impact social prend le dessus et ils ont besoin d'une aide continuelle de l'État. Puis c'est vrai qu'il y a un délai pour implanter. C'est rare, c'est arrivé, je l'ai vu, des entreprises sociales qui ont été créées, que le jour 1, en tout cas l'an 1, ils faisaient des sous. Mais j'ai aidé un organisme il y a 2 ans à Montréal qui a fait des merveilles l'an 1, mais dès l'an 2, ils ont connu d'autres problèmes, des problèmes de gestion de ressources humaines, problèmes de croissance. Alors donc, il y a toutes sortes de réalités qui peuvent se produire, puis chaque cas est unique. Et c'est pour ça qu'il faut bien planifier la création de son entreprise sociale. Mais j'y reviendrai là, un petit peu plus tard dans ta présentation. Merci, Joël. Donc, je disais tout à l'heure, une entreprise sociale va chercher un succès à plusieurs niveaux. Donc, on est sur un rendement mixte, en fait. On espère réussir à avoir du rendement autant sur l'aspect social, donc un rendement social sur l'investissement, mais aussi un rendement financier sur l'investissement. Puis comme vous voyez à l'écran avec les flèches, en fait, ça peut être plus ou moins, ça peut pencher davantage d'un côté ou de l'autre, mais c'est vraiment un mix des deux que l'on tente d'obtenir par une entreprise sociale à succès. 3 niveaux de considération à prendre en compte avant de lancer une entreprise sociale. Donc, au niveau de l'impact, est-ce que votre projet, votre idée d'entreprise sociale est alignée avec la mission ou avec le but premier de votre organisme? Idéalement, ça le serait. Sinon, ça se peut que vous ayez une grosse courbe d'apprentissage pour vous ajuster à d'autres visées, d'autres missions. Est-ce que ça sert votre population cible principale ou vos objectifs? Encore là, vous connaissez bien les groupes que vous servez. Si vous cherchez à servir un nouveau groupe, une nouvelle population cible, ça va demander des efforts accrus dans le déploiement des activités. Est-ce que, au niveau de l'impact, l'entreprise sociale vous permettrait d'améliorer votre présente offre de programmes et de services? Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire en ce moment parce que vous ne pouvez pas les faire subventionner, mais hop, il y a un des aspects qui peut être monétisé, donc que vous pouvez vendre, et donc ça va venir permettre d'ajouter à votre offre actuelle de programmes et de services. Est-ce que l'entreprise sociale est alignée avec vos valeurs et avec votre réputation? Qu'est-ce qui me partageait récemment un exemple je pense que c'était un OBNL qui s'était fait proposer quelque chose en lien avec le cannabis, puis on dit, ben,
Non. Nous, on sert des jeunes, on veut bien faire des sous, mais on ne veut peut-être pas s'affilier à une production de cannabis. Je ne sais plus c'était quoi l'exemple, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand même, on voit bien l'idée qu'il faudrait que l'entreprise soit quand même alignée avec ce que vous défendez. Et donc, est-ce qu'au final, votre projet d'entreprise sociale aide à créer l'impact que vous visez? Donc, si vous avez répondu oui à toutes ces questions-là, avec votre idée d'entreprise sociale, bien, il y a des chances que ce soit un excellent fit. Si vous n'avez pas répondu oui à toutes ces questions-là, bien, en fait, ce que ça implique, c'est probablement plus de recherche de votre part pour bien comprendre les secteurs ou les publics que vous aimeriez viser avec cette nouvelle entreprise sociale-là. Puis ça va probablement demander une courbe d'apprentissage accrue ou qui va demander plus de temps. Donc, puis on ne souhaite pas non plus juste créer quelque chose pour créer quelque chose. Comme on l'a dit, là, si ce n'est pas directement aligné avec votre mission, probablement qu'assez rapidement, vous pourriez vous essouffler et vous dire ben, à quoi ça sert tout ça? De toute façon, ça ne m'aide pas à avancer la mission de mon organisme. Joël, à tout moment, si tu veux ajouter, tu m'interromps, tu complètes. Sinon, je vais simplement continuer avec les 2 autres niveaux de considération. Donc, autre chose à prendre en compte au niveau donc de l'entreprise. Si vous avez une idée d'entreprise, est-ce que vous avez été validé ou est-ce que vous devriez valider qu'il y a une réelle opportunité de marché pour le produit ou service? Ça, c'est drôle, j'ai dit comme ça, c'est sorti de ma tête juste l'idée du shampoing. Une entreprise qui fabriquerait des shampoings, ça lui prendrait probablement un certain nombre d'années avant d'être rentable. Mais peut-être qu'il y a une opportunité écologique en ce moment. On entend beaucoup parler des barres de savon ou des barres de shampoing. Ben oui, il y a peut-être pas encore beaucoup de joueurs dans cet écosystème-là, donc il y a une opportunité à saisir. Est-ce que la base de clientèle est suffisamment grande? Là, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous avez des données sur, par exemple, le nombre d'aînés dans votre secteur que ça veut dire que 100% de ces aînés-là viendraient acheter votre produit ou votre service. Il y a peut-être plusieurs offres similaires dans le même secteur ou encore les motivations même des populations que vous visez ne sont pas tout à fait alignées avec ce que vous proposez. Donc, c'est vraiment quand on dit si la base de clientèle est-elle suffisamment grande, donc déjà, ça prend une base grande en comprenant que c'est une portion de cette base de clientèle-là qui va être des réels acheteurs de votre offre. Quand vous regardez les coûts, en fait, est-ce que l'entreprise peut être financièrement viable? Ça, cette question-là, on se la pose sur la durée. Donc, combien ça coûte pour avoir le nombre d'employés ou louer le local ou louer les machines nécessaires pour faire ce que vous voulez faire sur une base annuelle? Est-ce que vous allez être capable de générer assez de revenus pour rentabiliser l'opération? Si vous vendez des produits hautement technologiques qui ont un coût important, peut-être si vous vendez des pâtisseries ou des petits pains ou quelque chose de tout petit, ça va prendre beaucoup de clientèle pour réussir à rentabiliser vos actifs. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on peut être viable? Et enfin, les coûts et les investissements de démarrage sont-ils réalistes dans vos capacités actuelles? En tenant compte que c'est rarement un investisseur externe qui va financer 100% des frais de démarrage. Un peu comme quand on achète une maison, on veut une hypothèque, bien, il faut quand même faire un apport minimal de départ pour aller chercher un financement de démarrage. Et puis, le financement, les coûts et les investissements qu'on a besoin au début pour lancer une entreprise sociale ou une entreprise tout court sont souvent importants et on va les rentabiliser dans le temps. Mais il faut voir ce temps-là requis pour rembourser l'investissement de départ. Est-ce que c'est 3 ans, 5 ans, 22 ans? 22 ans, là, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup d'investisseurs qui souhaitent embarquer dans le projet. Ils vont trouver que c'est un petit peu long. Donc, c'est ça aussi, c'est de voir est-ce que les machines dont vous pourriez avoir besoin, est-ce que c'est réaliste même dans votre capacité de repaiement de vos frais de démarrage? Donc, ça prend un équilibre dans tout ça pour arriver à se dire, oui, j'ai une idée qui est en lien avec ma mission et qui serait viable. Et des fois, ça part d'une idée,
qu'un organisme a, une idée, juste une idée générale, mais des fois, ça part d'un excès d'espace, un excès de ressources que vous sous-utilisez, ou un partenariat stratégique un partenaire qui vient vous mettre sur la table une opportunité. L'excès de ressources, ben, ça peut être, vous avez un espace donné, un local ou une cuisine ou un lieu donné que vous n'utilisez pas à 100%, puis peut-être que tout à coup, vous êtes capable de mettre sur la table l'utilisation optimale de cet espace-là, puis ça peut intéresser un autre partenaire. Il y a plusieurs exemples avec lesquels j'ai travaillé de cette nature-là. Un autre exemple, c'est un partenariat stratégique qui vient vous dire qu'eux ont une opportunité à mettre sur votre table. Je travaille présentement avec un organisme aux Îles-de-la-Madeleine, puis il y a une école qui a été décommissionnée et il y a un organisme la commission scolaire a abordé un organisme communautaire et là, ils sont en train de développer un projet multi-affectation très intéressant, puis puis avec moins de besoins de capitaux au départ parce que ils sont associés à un autre organisme. Alors, il y a différentes façons de générer des idées ou de commencer des projets. Merci. Le troisième niveau de considération, c'est vraiment au niveau de l'organisation, de vous à l'interne. Si vous êtes déjà un OBNL, en fait, c'est de voir est-ce que le concept d'entreprise, vous le comprenez et le connaissez bien? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous allez vous sentir à l'aise ou est-ce que ça génère plus de risques et de réticence à l'interne? Est-ce que vous avez les ressources financières nécessaires pour investir dans le projet? Un peu comme je le disais, des fois, les coûts de démarrage sont importants. Est-ce que vous êtes prêt à tabler sur ou à utiliser certains de vos surplus ou de l'argent qui est de côté, là, le coussin de sûreté pour investir dans un projet de cette nature-là? Est-ce que vous avez les ressources humaines nécessaires pour soutenir le projet? Si on pense accroître nos activités, souvent, ça demande plus de temps ou encore des ressources un petit peu différentes. Si on ajoute une ligne d'affaires avec, des fois je donne l'exemple, dans le milieu culturel, on voit beaucoup là, le café attenant au théâtre. Bien, gérer des stocks de nourriture, c'est pas du tout la même chose que gérer une billetterie de théâtre. Donc, est-ce qu'à l'interne, vous avez les ressources humaines nécessaires, donc en quantité suffisante, donc le temps nécessaire, mais aussi les compétences nécessaires pour soutenir le projet? Si ça demande des compétences en marketing et que personne dans votre équipe est calé en marketing, comment est-ce que vous allez faire? Et enfin, l'entreprise, est-ce que vous avez le sentiment que l'entreprise va vraiment contribuer à votre succès d'OBNL et à votre pérennité? Auquel cas, ben, c'est bon signe, ça va motiver les troupes et tout le monde va vouloir y mettre de son énergie et de sa sueur pour faire fructifier une entreprise sociale. Donc, c'est quelques considérations au niveau de l'organisation, mais souvent, surtout les aspects ressources humaines et planification même du travail, c'est, comment dire, on s'en préoccupe pas assez. On le planifie pas toujours très bien, cette mise à, c'est pas ce rattrapage, mais la mise à l'échelle, mais l'idée que les gens doivent avoir une certaine formation ou avoir un certain accompagnement pour être prêts à vraiment déployer une entreprise sociale. Tu as raison, Nathalie. Le déploiement ou l'implantation du projet, on sous-estime l'énergie qui est à mettre parce qu'on pense à l'aspect financier, mais l'aspect opérationnel est aussi important. Oui. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait sûr encore de votre idée ou est-ce que ce projet d'entreprise sociale-là, c'est la bonne stratégie pour atteindre votre impact,
Puis là, ça me fait penser à une dame qui s'appelle Daniela Papi Thornton, c'est super intéressant. Elle a partagé dans une vidéo TEDx un constat qui était le suivant. Elle donnait des cours à l'université à des jeunes pour leur dire comment on monte une entreprise sociale. Jusqu'au jour où elle s'est rendue compte qu'il donnait le devoir aux jeunes de trouver une cause, d'aller approfondir leur connaissance de la cause, puis de revenir avec un projet d'entreprise sociale. Mais 9 fois sur 10, le projet était à côté de la plaque parce que les gens avaient trouvé une cause pour les bienfaits de monter une entreprise sociale, mais ce n'était pas dans leur cœur. Ils n'étaient pas les porteurs finalement de la cause. Donc, simplement pour dire que l'entreprise sociale, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, c'est un outil, c'est une stratégie qu'on peut utiliser pour faire un changement. Et c'est ça que Daniela Papi-Thornton a identifié. Elle dit, maintenant, on identifie des leaders ou des gens qui sont mariés à une cause, puis on va les aider à trouver la bonne stratégie pour eux, pour qu'ils aient leur contribution maximale pour faire avancer cette cause-là. Donc, un peu dans le même sens, et loin de moi l'idée de vous dire ne faites pas d'entreprise sociale, mais c'est simplement pour remettre en perspective que si vous arrivez au constat que peut-être qu'une entreprise, bien oui, c'est intéressant, mais il y a peut-être d'autres stratégies aussi, d'autres outils qui peuvent être utiles pour faire avancer votre cause ou la cause qui vous intéresse. Donc, un des processus par lesquels vous pouvez passer pour vous poser cette question-là, puis voir si effectivement l'entreprise sociale, c'est une super stratégie pour atteindre votre impact visé, c'est d'aller le tester dans une théorie du changement. Donc, comme je vous ai dit, on a un autre atelier qui s'appelle l'accélérateur d'impact qui va un petit peu plus en profondeur sur ces notions-là d'énoncé d'impact et de théorie du changement. Donc, je vous invite à regarder notre site Internet pour les prochaines dates. Mais l'idée, c'est d'être capable de nommer assez succinctement c'est quoi les résultats qu'on veut obtenir et dont on va se tenir responsable. Pour qui, donc pour quel bénéficiaire et d'ici combien de temps. Et une fois qu'on a nommé ça, on devrait être capable d'établir les bonnes stratégies, les bonnes activités qu'on doit déployer pour faire ça. Donc, comment est-ce qu'on va accroître notre impact? Est-ce qu'on doit monter une entreprise sociale? Donc, c'est dans une perspective encore plus grande qu'on peut voir si l'entreprise sociale est la bonne stratégie à mettre en œuvre. Il y a une trajectoire en, ma foi, 8 étapes pour développer une entreprise sociale. Comme vous voyez, le démarrage, c'est le 3e point en partant de la droite, ce qui veut donc dire qu'il y a beaucoup d'étapes préalables avant même d'être capable de dire on lance et on démarre les activités de notre entreprise sociale. Donc, on évalue déjà notre niveau de préparation, un petit peu ce dont on a touché là, dans les dernières minutes. On va identifier l'opportunité. Donc, c'est d'approfondir notre connaissance du marché, de notre service, du potentiel qu'on a, nous, avec ce projet d'entreprise sociale, d'aller chercher la base de marché ou les fonds, les revenus souhaités. Donc, on va approfondir tout ça encore dans une étude de faisabilité. Donc, comme je disais, est-ce qu'on connaît bien notre secteur, notre marché? Est-ce qu'on sait combien ça va coûter à développer? Donc, l'étude de faisabilité, c'est comme dans les grandes lignes, mais quand même, on commence à mettre des montants, des chiffres pour voir, ça tient-tu la route? Et le plan d'affaires, on va aller vraiment dans le détail. On va aller calculer à la scène près et on va faire des projections de rentabilité sur 1 an, 2 ans, 5 ans. On va vraiment aller monter le plan d'affaires qui va donner les assises, parfois pour aller convaincre des partenaires financiers quand on a besoin d'un montant au démarrage pour se lancer, mais surtout pour savoir comment on va s'organiser pour rentabiliser l'opération et d'où vont venir les sous pour soutenir les activités. L'étape suivante, c'est le lancement. Donc, le lancement, c'est... ça, j'ai toujours du mal, Joël, n'hésite pas à compléter. Là, au niveau du lancement, c'est plutôt les activités, le one-shot. C'est qu'est-ce qu'on doit penser si on achète un nouveau local? Bien, au moment du lancement, on va aller aménager le local, on va le peinturer, on va installer les choses dedans. C'est finalement tout ce qui est les activités qu'on doit amener pour être prêt à livrer ou à offrir nos produits ou services. Le démarrage, finalement, ça correspond en fait au début des activités.
Donc, on offre, on vend nos produits, nos services, on commence à avoir des retours, c'est-à-dire on est payé, on est content, puis on se rend compte que les choses ne vont pas exactement comme on le pensait. Donc, on va évaluer en cours de route, on va se regarder aller, on va comparer les rendements avec les projections et on va se poser des questions sur qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer d'améliorer nos produits, nos services, pour continuer d'augmenter nos impacts, pour rencontrer les clientèles visées, etc., etc. Et en guillemets, à la toute fin, mais c'est jamais une fin en soi, c'est l'idée de dire, OK, on est assez solide, on sait de quoi on parle, ça fonctionne notre affaire. Là, on va vraiment, de manière plus affirmée, aller vers la croissance et faire fructifier ça, cette entreprise sociale-là. Des ajouts, Joël, des compléments d'informations sur les différentes étapes? Oui, juste un petit détail. Tu l'as bien défini. J'utilise souvent un synonyme à lancement. Moi, j'appelle ça la mise en place. Oui, l'étape où on s'organise, on met tout avant de... Donc, si... on met la table. On ouvre un café, on met la table, on met la nappe dessus. Et on achète l'équipement, on forme le personnel, on a nos communications, on a et tout le matériel pour produire ou pour vendre, etc. Absolument. On a l'imprimante, etc. Fantastique, merci beaucoup. Donc, ça fait beaucoup de choses à penser. Et effectivement, c'est pour ça que Innoé peut peut-être vous aider pour certaines de ces étapes-là. Ici, les 5 M, puis vraiment là-dessus, Joël, c'est beaucoup plus agile que moi pour bien en parler. Fait que je vais les nommer. C'est les 5 M du modèle d'affaires d'une entreprise sociale. Donc, on a la mission qui colle sur le but de votre organisme. Donc, il faut quand même qu'elle soit bien définie, la mission même de l'entreprise sociale. L'entreprise sociale a un marché, elle va investir un marché, donc elle a un produit qui correspond à des besoins de clients. On va faire du marketing pour pénétrer le marché et pour faire savoir qu'on est là avec notre offre. L'entreprise sociale demande du management, donc il faut prendre en compte les gens que l'on gère. Il y a une gouvernance à mettre en place pour une entreprise sociale. Il y a parfois une gestion des parties prenantes. On est plus de l'ordre social souvent, donc c'est plus varié que simplement de dire le conseil d'administration d'une entreprise qui va voir si à la fin de l'année on a été rentable ou pas. Mais il y a des parties prenantes à tenir en compte, à satisfaire et à inclure dans un processus de gestion d'une entreprise sociale. L'idée de monétiser, donc, monétiser, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'est-ce que dans notre offre, en fait, qu'est-ce qu'on monétise, mais aussi comment on fait fructifier ce que l'on offre. Donc, on va aller produire des rapports, des analyses. On va s'assurer de maximiser toujours les retombées de nos activités. Oui, puis Joël, ça, je vais juste finir avec le terme mesurer, puis je serais bien preneuse que tu complètes peut-être précisément sur cet aspect-là, sur monétiser. Puis l'aspect de mesurer, là encore, c'est l'idée de est-ce qu'on a été dans le succès? Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'on a effectivement rempli notre double mission? Donc, financière, en général, c'est assez facile à nommer, mais au niveau des impacts sociaux, donc, c'est quoi les paramètres qu'on suit, l'information qu'on partage, avec qui et comment on fait, comment on réinsère tous ces apprentissages-là dans notre mission même ou dans la manière dont on livre nos produits et nos services. Donc, c'est les 5 M du modèle d'affaires d'une entreprise sociale. Joël, tu veux compléter? Oui, Nathalie. Juste peut-être ajouter que une façon de distinguer la monétisation de la mesure. La monétisation, quand je fais de la formation ou du coaching, je le clarifie en disant que c'est à l'interne. Alors, c'est vraiment nos opérations, comment on structure ça pour vraiment atteindre nos objectifs. Alors que la mesure, c'est plus à l'externe, en fonction de nos parties prenantes. On vise, on a une théorie de changement, donc on a un impact souhaité. Est-ce qu'on l'atteint? Puis
comment qu'on le mesure, puis avec qui on partage nos succès. Et plus notre mesure va être précise, plus on va s'assurer de partenariats qui vont rajouter des ressources. Ça peut être plus de bénévoles, ça peut être plus de clients, ça peut être plus d'appui de d'autres natures. Alors, c'est comme ça que je distingue les deux niveaux. Excellent. Merci. J'en profite pour vous rappeler, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça fait longtemps que j'ai pris une petite pause là, pour vous permettre de réfléchir et de voir si vous aviez des questions. Moi, j'en aurais une. Je serais curieux de savoir si Sarah et Catherine ont déjà des idées d'entreprise sociale. Donc, si on poursuit, oui, un peu plus tôt, j'ai simplement fait allusion au fait qu'une entreprise sociale peut prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs, il y a plusieurs formes. Ça peut être à partir d'un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif, organisme à but lucratif, mais avec une forte mission sociale, tout le mouvement des coopératives, coopératives d'employés. Donc, la mission sociale, c'est carrément d'offrir la job ou d'avoir des impacts pour ses membres. Tout le mouvement B Corp, en fait, vient soutenir l'idée des entreprises sociales ou peut être associé à ça. Il y a certaines formes d'entreprises qui existent dans certaines provinces seulement. Donc, par exemple, une compagnie à contribution communautaire en Colombie-Britannique, une corporation à intérêt communautaire en Nouvelle-Écosse. Ça peut être une initiative qui soit un peu plus informelle, non enregistrée, ou ça peut être carrément un projet qui est porté par un organisme. Je ne sais pas si on parlerait carrément d'entreprise sociale, mais l'idée, c'est de dire un projet peut être la source de revenus au sein d'une organisation et être structuré avec son propre plan d'affaires, avec ses stratégies qui viennent appuyer finalement l'organisation. Donc, il y a certainement d'autres modèles qui existent ou qui sont toujours en évolution. Fait qu'on ne peut pas dire que c'est que ceux-là. On va être agile dans notre manière de présenter les modèles, mais c'en est quelques-uns simplement pour dire, ben oui, une entreprise sociale, une entreprise d'économie sociale, ça peut être vraiment de plusieurs formes légales, plusieurs formes. Justement, parlant de plusieurs formes et d'options d'organisation, il y a 3 grands modèles qu'on a retenus à vous présenter qui distinguent un peu l'entreprise sociale par rapport à votre organisation. Donc, l'entreprise sociale peut être au sein même de l'organisme. Ça peut être la même chose, ça peut être l'équivalent. Donc, l'entreprise sociale, c'est l'organisation. Donc, l'organisation fonctionne sur un modèle d'entreprise sociale. Ou encore, l'organisme à but non lucratif est propriétaire d'une autre entité qui est l'entreprise sociale. Donc, ça va générer au niveau de la gouvernance des particularités de chacun de ces modèles-là. Il peut y avoir d'autres modèles beaucoup plus complexes comme des joint ventures, donc vraiment 2 organisations différentes, distinctes avec leurs valeurs et leurs objectifs précis qui se mettent ensemble pour créer une 3e entité au centre qui va être liée. Mais bref, ça, quand on se retrouve dans ces cas de figure-là, on a déjà, je pense, les reins assez solides pour avancer en partenariat avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est simplement pour vous situer que si vous démarrez même un nouvel organisme, ça se peut que la forme entreprise sociale soit la nature même de votre nouvel organisme. Ou encore, vous pouvez le voir au sein d'une organisation déjà existante ou à l'extérieur. À titre d'information, si vous voulez approfondir vos connaissances sur ce qu'est une entreprise sociale, il y a ici sur la page, on a noté quelques ressources. Il en existe beaucoup sur les entreprises sociales. Donc, c'est simplement, vous aurez le PowerPoint, donc vous pourrez aller sur Internet, faire vos petites recherches. Il y a beaucoup d'outils qui existent pour monter des modèles d'affaires. On parle souvent de Business Model Canvas ou le Canva. Il n'y a personne qui traduit, même chez les Français. Donc le Canva de modèle d'affaires. Donc, il y a beaucoup d'outils comme ça qui sont disponibles en ligne et qui peuvent vous aider là, à faire un premier tour d'horizon sur c'est quoi les questions à se poser pour approfondir votre projet d'entreprise sociale.
Ah c'est super. En fait, là, on vient de terminer la section sur la description de ce que c'est une entreprise sociale. Forcément, il y a plein d'autres petits niveaux et plein de sous-questions à se poser, mais qui peuvent faire l'objet d'un atelier. Je vais le mentionner tout de suite. Je vais peut-être y revenir à la fin, mais Innoweave, on a structuré des ateliers pour vous accompagner. Pour les mois à venir, j'y vais un petit peu à la demande. Donc, si vous êtes sur la ligne aujourd'hui ou si vous voyez ce webinaire sur notre site Internet, c'est une invitation à nous écrire à info@innoweave pour nous signifier que vous avez de l'intérêt à être accompagné, ne serait-ce que pour la phase d'idéation. Donc, on a un atelier qui vous permet de trier vos idées et d'approfondir votre réflexion sur la possibilité même de rentabilité d'un projet d'affaires ou même aller identifier les questions qui vous restent à vous poser pour voir si votre projet d'entreprise sociale a de l'allure. Ou encore un atelier sur l'étude de faisabilité. Donc là, ce qu'on fait avec vous, c'est qu'on révise un peu tous les paramètres dont on devrait tenir compte et qui doivent trouver réponse quand on fait une étude de faisabilité. Donc, c'est pour vous mettre sur la voie d'être prêt même à entreprendre une étude de faisabilité qui soit structurée et qui couvre un peu tous les aspects d'une entreprise sociale. Donc, à nouveau, si ça vous intéresse, laissez-le nous savoir à info@innoweave.ca. Alors, je vais me tourner maintenant sur le parcours vraiment d'accompagnement chez Innoweave. Donc, si vous voulez approfondir le travail ou même aller chercher le soutien d'un coach. Donc, pour vous situer, dans la dernière année, on a apporté des changements à la manière même dont on offre notre soutien. Donc, on a répondu, ce qu'on propose aujourd'hui, ce que je vais vous décrire, c'est une réponse à la rétroaction qu'on est allé chercher chez nos parties prenantes, donc beaucoup chez les organismes avec qui on a travaillé dans le passé. Un de nos objectifs, c'est de faire tout ce qu'on peut pour réellement aider les organismes qu'on soutient à accroître leur impact auprès des publics et des enjeux qu'ils servent eux-mêmes. Donc, nous, on se voit vraiment en appui aux organismes. Donc, on veut optimiser notre manière d'être en appui. On a aussi entendu beaucoup dans le passé qu'on fonctionnait en termes de modules et c'était très cadré. Donc, ça a ça de bien que ça vous permet de voir si c'est le bon outil au bon moment pour vous. Cependant, dans certains cas, les organismes ont besoin d'un peu plus de flexibilité dans la manière peut-être même de déployer le coaching ou dans le type d'outils dont ils ont besoin. Des fois, c'est un mix de deux choses. Donc, on essaie de répondre à ça. On s'est aussi fait dire que c'était intéressant pour tout le monde, en fait, d'avoir des relations beaucoup plus directes entre Innoweave et les organismes et Innoweave et les mentors, les coachs. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de prendre en compte et sur lequel on agit là, dans notre nouveau processus de soutien. Et le fait que ce que je vais vous expliquer à l'instant, le fait que je vous l'explique, c'est notre manière à nous de clarifier et d'affiner votre expérience usagée. Si vous souhaitez faire une demande. J'espère qu'à l'issue de ce que je vais vous expliquer, vous ayez une très grande clarté sur comment être en conversation avec nous. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans une perspective d'apprentissage, donc c'est le cas de notre modèle d'accompagnement. On mise sur du coaching. Donc, dans le réseau de coach, il y en a qui ont des expériences de consultants, mais il y en a qui ont, la plupart, en fait tous, ont une expérience de coach aussi. On vise beaucoup le modèle de travail où c'est vous, comme organisation, qui réalisez le travail, parce qu'il n'y a rien de mieux que le faire pour apprendre. Et le coach est là pour vous soutenir par un processus rigoureux, par des outils de travail, par une expertise, un peu comme Joël qui nous présente plein d'exemples d'organismes avec qui il a déjà travaillé, ce qui fait que le coach peut personnaliser vraiment un soutien pour vous aider à aller le plus loin possible dans vos apprentissages. Donc, l'idée, c'est vraiment pas que le coach tienne le crayon à votre place et vous fasse un rapport. L'idée, c'est que le coach vous aide à vous poser les bonnes questions au bon moment et vous éclaire sur les choses que vous connaissez peut-être pas déjà. Donc, je vous ai dit, on a une liste de coachs sur notre site Internet, mais en même temps, vous pouvez travailler avec le coach de votre choix en autant que vous nous soumettiez son nom, son CV. Ce qu'on veut voir, c'est que cette personne-là a bel et bien les compétences requises pour vous accompagner.
dans votre besoin au moment où vous faites la demande. Donc, toujours dans une optique d'apprentissage en continu, on souhaite mentionner, en fait, le souligner aux organismes que quand on parle d'évaluation à InnoWeave, on n'en parle pas dans un sens où on vous donne, par exemple, une subvention et vous nous devez un rapport. Oui, on va être intéressé de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette subvention-là, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que vous soyez en situation d'apprentissage pour vous-même, pour améliorer vos pratiques puis maximiser vos impacts. Donc, si on vous parle d'évaluation ou de point de contact avec nous, c'est pas parce qu'on veut se faire dire que tout va bien, c'est parce qu'on veut être à côté de vous dans vos apprentissages et que ça doit commencer par ce qui est utile pour vous. Et donc, nous, on veut apprendre de ce qui est utile pour vous. Alors, on le mentionne parce qu'on sait que quand on parle de cette question-là d'évaluation avec des organismes qui reçoivent du financement d'un bailleur de fonds, souvent, ils se sentent en situation de donner aux bailleurs de fonds ce qu'ils souhaitent. InnoWeave, ce n'est pas exactement ça. Donc, on est plus dans la réflexion conjointe avec vous. Donc, je vous le disais, le parcours d'accompagnement tient en 7 étapes. La première, contact et information, c'est la présente séance d'information aujourd'hui, c'est l'accès à notre site Internet, c'est d'autres ressources en entreprise sociale. Donc, il y avait une page là, dans la présentation il y a quelques instants, donc des sites Internet, webinaires, etc. Et vous pouvez toujours contacter le personnel d'InnoWeave à l'adresse info@innoweave.ca. Donc, ça, c'est le premier degré. Vous voulez de l'information minimale. C'est comme ça qu'on est présent pour vous aider à atteindre une information de base. L'étape d'après, si vous souhaitez aller peut-être plus loin puis nous demander du soutien, c'est d'aller entrer le nom de votre entreprise, pas l'entreprise, mais le nom de votre organisme sur notre portail. InnoWeave, on est une plateforme de la Fondation McConnell. La Fondation McConnell donne principalement à des organismes de bienfaisance enregistrés. On peut aussi donner à des OBNL, pour autant qu'ils ont une mission qui soit alignée avec notre mission de charité, donc bâtir un pays inclusif, durable, résilient et innovant. Bref, il faut quand même aller s'enregistrer sur notre portail pour qu'on voit qu'on a affaire à une entité qui existe et qui nous donne l'occasion finalement de vous soutenir financièrement. Donc, vous allez inclure des informations générales au sujet de votre organisme. Et dorénavant, donc c'est un peu nouveau pour nous, là, moi je suis encore dans ma courbe d'apprentissage, beaucoup de nos interactions avec vous vont se faire à travers cette plateforme-là, qui s'appelle simplement Flux. Donc ça, c'est la deuxième étape à franchir avant de pouvoir même nous partager votre déclaration d'intérêt. Donc, la déclaration d'intérêt, c'est un peu le son de cloche où vous tirez la sonnette pour dire « Youhou, InnoWeave, nous, on aimerait ça faire une demande de financement. » Donc, on aimerait vous demander votre soutien pour qu'on puisse embaucher un coach. Alors, quand vous faites une déclaration d'intérêt, vous allez nous parler, en fait, on va vous poser des questions de base pour confirmer que vous êtes éligible pour du financement. On va évaluer votre niveau de préparation. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On veut juste mieux comprendre où vous en êtes dans votre cheminement. Il va bien sûr y avoir une section qui va vous demander des informations au sujet de votre organisme et le projet que vous voulez réaliser. Donc, le projet, ça peut être, on a une idée d'entreprise sociale, puis voici où on se trouve dans le spectre. Vous savez, tantôt, je parlais le parcours, pas le parcours, le continuum, qui est en 8 étapes. Donc, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes à la pré-idée? Est-ce que vous avez déjà fait un tour de roue sur l'évaluation du marché? Donc, on va vouloir avoir quelques détails sur votre projet. On a limité le nombre de mots par section. Donc, quand on dit ici c'est un maximum de 3 pages, c'est dommage pour vous, mais c'est vraiment un maximum de 3 pages. Vous devez être synthétique quand vous faites une demande. Et on ne vous demande pas de pièces jointes. Donc, vous n'avez pas besoin de fournir un rapport annuel ou quelque chose de très, très long. On veut comprendre en quelques pages ce que vous visez faire et pourquoi vous avez besoin de coaching à ce moment-ci. Vous pouvez nous contacter pour poser vos questions et c'est ça, vous pouvez nous contacter pour avoir un peu de soutien à cette étape-là.
L'étape d'après, donc vous nous soumettez une déclaration d'intérêt au plus tard le 15 décembre. Puis là, je ne sais pas comment on va faire parce qu'on tombe en vacances 5 jours après, mais nous, on s'engage dans les 2 semaines à vous dire si oui ou non vous êtes éligible. Donc, si on vous invite à soumettre une demande complète. Donc, en gros, ça devrait être assez rapide de notre côté de vous retourner un son de cloche pour vous dire oui, on vous invite à déposer une demande complète le 1er février 2020. On va vous demander pour cette demande-là des détails additionnels sur votre projet, de l'information aussi sur les défis rencontrés jusqu'à ce jour et la raison en fait pour laquelle vous auriez besoin d'un coach. Le niveau de soutien demandé. Typiquement, c'est très variable, mais ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'avoir contacté déjà peut-être un coach pour avoir un petit plan de match et un estimé des coûts réels. Donc, des fois, c'est 5 000 7 000 mais le maximum qu'on peut accepter, c'est 10 000 pour un contrat de coaching. On va demander des informations sur le coach. S'il n'est pas déjà sur la base de données d'Innoweave, il va falloir nous joindre un CV. Donc, tout ça, c'est inclus, c'est bien décrit dans la demande. Et une petite idée d'un plan d'apprentissage, parce qu'on vous dit que c'est important d'apprendre, mais si on ne le planifie pas, il y a peu de chances que vous soyez intentionnel sur votre plan d'apprentissage. Donc, on va vous poser des questions par rapport à ça. Comment vous y prenez pour apprendre et documenter vos apprentissages? Donc, pour la demande de soutien en tant que telle au 1er février, encore une fois, c'est assez court, donc ça ne devrait pas prendre tellement de temps. Je l'ai déjà dit, on s'attend à ce que les groupes aient déjà contacté leur coach avant de faire la demande. Et à tout moment, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter Innoweave pour du support. Ça va être très difficile entre le 20 décembre et le 5 ou 6 janvier. Cela dit, dès le 6 janvier, on va pouvoir vous soutenir pour des demandes. Ensuite, une fois que vous avez fait votre demande, à Innoweave, on essaie de retourner des réponses en 6 semaines. Dans les faits, ça ressemble plus à 7 à 8 semaines, le délai pour recevoir la réponse, si c'est oui ou si non, si on va vous financer. Si la réponse est positive, bravo, génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un moment au téléphone avec votre organisation, le coach et le personnel d'Innoweave pour faire un certain nombre de choses. Donc, on va aller ensemble clarifier le processus d'accompagnement d'Innoweave, on va réviser les conditions de soutien et la lettre d'entente qui va nous lier. On va parler du contrat qui devrait être signé avec le coach, donc un contrat entre vous et votre mentor. On va réviser l'énoncé de travail que vous aviez déjà élaboré. On va parler du plan d'apprentissage. On va voir si vous avez des besoins additionnels pour de l'évaluation ou aller plus loin encore dans votre plan d'apprentissage. Et on va simplement mentionner c'est quoi les conditions pour recevoir le premier versement de 50% de la somme qu'on vous aura octroyée. Donc, tout ça, ça se passe dans un appel d'une demi-heure à peu près. C'est pas excessivement long. C'est simplement pour s'assurer qu'on a tous compris la même chose et qu'on sait tous comment faire fructifier cette entente de financement-là. L'étape d'après, c'est très simple mais très compliqué. C'est à vous de jouer avec le coach. Donc, vous réalisez votre projet de coaching avec le coach. Vous faites votre plan d'apprentissage. Donc, en gros, vous regardez aller, puis vous apprenez, vous documentez. Parce que ce qu'on veut, c'est que vous en ressortiez à la fin avec une plus grande agilité, que vous soyez capable de bien déployer votre projet ou de reproduire. Si vous avez fait une étude de faisabilité puis que finalement la réponse est non, peut-être que vous aurez dans 3 mois une autre idée d'entreprise sociale, mais vous aurez déjà en main des outils pour aller faire une étude de faisabilité. Et puis, en cours de route, on essaie d'avoir au moins un point de contact avec vous pour voir comment ça se passe. Ça peut être plus souvent, au besoin ou à votre souhait, à votre demande. L'idée, c'est qu'on fait un petit point de contact pour voir comment ça va, est-ce que ça se passe bien au niveau des apprentissages, est-ce que le planning est maintenu, au niveau du temps. Des fois, ça prend plus de temps qu'on pensait. Donc, on essaie de rester à la page sur comment ça se passe pour vous, le coaching. Et puis, à la toute fin, bravo, vous avez complété le mandat avec le coach est satisfait d'où vous êtes atterri. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de remplir un petit formulaire et on va se parler pour faire un peu un bilan des apprentissages.
pour vous et pour nous. Et puis, on va voir, comment c'est écrit ici, un appel, oui, c'est ça, on va faire un appel pour discuter plus ad lib de ce que vous avez appris, comment ça s'est passé. Et puis, suite à quoi, on est à ce moment-là, Innovive, on est capable de faire le deuxième versement des fonds pour soutenir finalement ce que vous avez fait avec le coach. Et à la toute fin, on va se laisser sur est-ce qu'on peut vous rappeler dans un an, parce que souvent, c'est bien beau d'avoir reçu du coaching puis monter un beau projet, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet-là après? Ben nous, ça nous intéresse pour aussi comprendre est-ce qu'il y aurait eu autre chose qu'on aurait pu faire pour vous aider à être encore plus sur la voie du succès dans la mise en œuvre de votre projet. Pour appliquer, si jamais vous n'êtes pas prêt au 15 décembre avec une déclaration d'intérêt, sachez qu'on a 3 rondes d'application par année. Donc, au niveau des déclarations d'intérêt, c'est 15 avril, 15 août et 15 décembre. Et les dates de tombée pour une demande de financement, si vous avez été reçu à la déclaration d'intérêt, c'est le 1er juin, le 1er octobre et le 1er février. Donc, ça vous aidera peut-être à planifier à quel moment vous souhaitez faire une demande auprès des nourrices. Pour être prêt pour de l'accompagnement, et là, je vois que le temps file, donc je vais passer rapidement. Je vous l'ai dit au départ, à Innovive, on cherche à comprendre, est-ce que vous êtes clair sur vos intentions d'impact? Donc, est-ce que vous avez une définition claire et partagée de votre objectif d'impact et comment le travail que vous produisez, en fait, comment le travail va produire cet impact-là? Un peu à même titre, comment vous envisagez que l'ajout d'une entreprise sociale va vous permettre d'accroître votre impact ou de réaliser votre impact? C'est ça qu'on va vouloir comprendre. Le risque, est-ce que vous êtes ouvert au risque et capable de le gérer de manière efficace? Parce que diversifier ses activités comprend assurément une part de risque financier, risque de surcharge de travail, risque d'incompréhension du conseil d'administration sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, il y a plusieurs niveaux de risque. Est-ce que vous avez déjà une certaine ouverture au risque? Les compétences à faire, à titre d'exemple, si on dit on ouvre un nouveau type de service et il faut le faire connaître, ça va peut-être prendre des compétences en marketing, mais si vous ne les avez pas déjà au sein de l'équipe ou même sur le conseil d'administration, comment vous allez vous y prendre pour combler ce manque-là? Donc, ou à l'inverse, c'est de dire, est-ce que vous avez déjà l'expérience, les compétences d'affaires pour opérer une entreprise sociale? Bien sûr, est-ce que vous avez une idée d'entreprise sociale? Puis est-ce que cette idée-là est alignée sur la mission et les valeurs de votre organisation? Est-ce que ça fait sens pour vous de cette idée-là? Et enfin, au niveau des ressources, est-ce que vous êtes capable de réunir les fonds nécessaires et allouer les ressources nécessaires, le temps requis pour lancer et opérer une entreprise sociale? Donc, comme Joël le disait tout à l'heure, c'est souvent sous-estimé le temps requis pour lancer un projet dans Donc, c'est ce qui conclut dans les grandes lignes là, la présentation et l'explication de comment on vous propose de fonctionner pour vous appuyer dans votre projet de développement ou de déploiement d'une entreprise sociale. Je voudrais peut-être la table, oui, à titre de rappel, c'est tous les parcours d'accompagnement chez Innovive, mais ce serait peut-être le moment pour prendre vos questions. Et au passage, pour vous remercier de votre présence à ce webinaire et en espérant qu'il a permis de clarifier certaines choses pour vous.